Je m'appelle Stacy et je suis chef du marketing chez Purolator. Je vais être votre animatrice aujourd'hui. Avant tout, j'aimerais vous présenter les conférenciers qui sont avec nous. On est très heureux d'accueillir Ramzi Mansour, qui est vice-président stratégie d'entreprise et marketing chez Purolator. Ramzi est un dirigeant aguerri qui possède 20 ans d'expérience nationale et internationale en marketing interentreprise et entreprise à consommateurs et en logistique de la chaîne d'approvisionnement. On a aussi avec nous Chris Hall, qui est directeur du marketing chez Zencraft. Il a passé les 10 dernières années à développer des stratégies de marketing éprouvées. Chris se spécialise dans l'analyse du service à la clientèle et l'optimisation des processus pour les PME et les grandes entreprises. Zencraft a créé une application permettant aux utilisateurs de Salesforce de créer des envois et des retours en quelques clics qui est intégrée au système de Purolator. On est très heureux de recevoir ces deux conférenciers. Je laisse la parole à Ramzi pour commencer. Excellent. Merci Stacy. Et merci à vous tous d'être là pour la toute première séance d'une série de webinaires qu'on va organiser cette année. À voir l'intérêt qu'ont eu les gens pour le webinaire d'aujourd'hui, je crois qu'on a bien fait de lancer cette initiative. L'intérêt a vraiment surpassé nos attentes. Comme on vient tout juste de commencer l'année, c'est vraiment un plaisir de voir autant de gens chercher à prendre une longueur d'avance. Commençons notre webinaire. Quand on parle de période de pointe, on fait généralement référence au temps des fêtes. C'est habituellement à ce moment-là que nos capacités sont sollicitées à l'extrême. Ça peut être assez décourageant car ça expose certains points névralgiques dans la chaîne logistique. La période des fêtes apporte aussi son lot de défis pour nous et nos clients, surtout si elle n'est pas bien planifiée. Et à l'inverse, les fêtes peuvent aussi révéler le meilleur de nous-mêmes. D'aussi loin que je me souvienne, se préparer pour la période de pointe n'est jamais évident, surtout quand il est question d'équilibrer la demande et la capacité pour offrir la meilleure expérience possible à nos clients. La période de pointe touche tous les intervenants dans la chaîne, pas seulement sur les transporteurs. Dans un monde de commerce interentreprise, la demande et la capacité sont généralement assez prévisibles en termes de traitement, gestion et de calendrier. Mais le commerce électronique et la croissance du segment entreprise à consommateurs ont compliqué les choses en raison de grandes fluctuations de volume. Alors la demande et la capacité sont devenues beaucoup moins prévisibles. On sait que si on arrive à les anticiper, les avantages vont être considérables. Et si on gère tous ensemble la demande, on va pouvoir améliorer l'expérience des clients, mettre en valeur notre marque et stimuler les ventes. Le monde continue d'évoluer en ce qui a trait au dernier kilomètre. Et ce qu'on voit ici représente les grands enjeux de l'expérience de vente au détail. Dans ce monde-là, c'est assez simple. La demande est relativement prévisible et peut être basée sur les moyennes historiques. Les destinations sont pas mal toujours les mêmes. Le traitement, la gestion et le calendrier sont généralement bien compris. D'habitude, les prévisions sont assez fiables ou peuvent être ajustées rapidement. Tout ça fait en sorte que la période de pointe est reproductible et prévisible. En fin de compte, le changement le plus fondamental a été l'évolution du destinataire. Dans le segment entreprise à consommateur, le destinataire est évidemment le consommateur final. Et aujourd'hui, les attentes des consommateurs sont assez différentes de celles des entreprises. Ils sont plus spontanés, plus mobiles, plus exigeants et demandent beaucoup plus de flexibilité. De plus en plus, leurs décisions d'achat sont basées sur l'expérience globale. Une expérience qu'ils n'hésitent pas à partager. C'est pourquoi on doit absolument bien faire les choses. Et plus les attentes du segment entreprise à consommateur vont commencer à se répandre dans le segment interentreprise, plus les différences vont s'estomper. L'omnicanal va bientôt devenir la norme, peu importe si le destinataire est une entreprise ou un consommateur. À l'interne, on appelle souvent ça le XAX, parce qu'apparemment, c'est en train de devenir une expérience unifiée qui va transcender tous les types d'entreprises et de consommateurs. On commence vraiment à voir cette tendance-là dans l'entreprise. Vous avez probablement déjà vu plusieurs fois ce schéma de l'expérience omnicanal, peut-être avec quelques petites variations. On voit habituellement une représentation d'une personne entourée de différents outils et canaux. C'est généralement une représentation du client qui est au centre de ce qu'on fait. Cette image présente les appareils communément utilisés dans le cadre d'une expérience omnicanal, mais je tiens à souligner qu'ils ne sont pas fixes ni statiques. Dans le secteur du commerce électronique,
On sait que les consommateurs veulent avoir un contrôle sur le déroulement de l'expérience de magasinage, y compris sur la livraison et les retours. Ils s'attendent aussi à ce que l'expérience soit fluide d'une plateforme à une autre et d'un appareil à un autre. On a aussi découvert que le consommateur est toujours en mouvement, surtout aujourd'hui. C'est pourquoi une définition ou un réseau fixe ne peut pas vraiment décrire avec exactitude l'évolution de l'expérience omnicanale. Dans le fond, notre travail est de rendre cette expérience uniforme dans l'ensemble des canaux. Ces appareils doivent donc être assez flexibles et dynamiques pour répondre aux besoins du consommateur final ou pour pouvoir être adaptés en conséquence. Au final, la complexité du processus d'achat, de livraison ou de retour devient l'ennemi de la conversion de la croissance, de la fidélisation et ultimement de la satisfaction des clients. Je vais prendre une petite pause et laisser la parole à Stacy qui va nous présenter notre première question. On va maintenant faire un sondage rapide. Voici la question. Quelle autre option de livraison vos clients préfèrent-ils quand ils ne sont pas à la maison pour recevoir leur paquet? On veut savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la livraison au comptoir de l'entreprise d'expédition, la livraison au dépôt de l'entreprise d'expédition, le ramassage au centre commercial, le ramassage en magasin ou le ramassage dans une case postale? Je vous laisse quelques secondes pour répondre, puis je vais fermer le sondage. Les résultats sont très intéressants. Effectivement, on dirait bien que la livraison au comptoir de l'entreprise d'expédition est l'option la plus populaire, ce qui est intéressant. On va maintenant fermer le sondage et vous présenter les résultats. Donc, 41% des participants ont répondu le ramassage en magasin et 25% ont répondu le comptoir de l'entreprise d'expédition. Le dépôt de l'entreprise d'expédition arrive en troisième place. Ce sont des résultats très intéressants. Très bien. Merci d'avoir participé au sondage. On va avoir d'autres questions pour vous un peu plus tard. Ceci nous emmène au point suivant. Même si c'est souvent et traditionnellement l'expéditeur qui prend les décisions et établit les règles liées à la livraison, c'est clairement le destinataire qui établit les attentes par rapport à l'expérience client et de livraison et qui évalue cette expérience. Ce n'est peut-être pas explicite, mais c'est la réalité. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça change un peu les règles, du moins pour nous. Le partenariat entre le transporteur et l'expéditeur en vue de servir le destinataire est maintenant plus important que jamais. Et comme le destinataire veut avoir une expérience agréable et qu'il est toujours en mouvement, il recherche de plus en plus un service flexible, c'est-à-dire plus d'options de services et de livraison et une rapidité accrue, y compris des services à heure et à délai fixe. Il veut aussi avoir plus de précision sur le moment où son paquet va être livré, plus de commodité et selon ses conditions, comme la livraison à la porte et d'autres options de livraison flexible, comme on l'a vu avec le sondage rapide de tout à l'heure. Ajoutez à ça plus de visibilité sur l'état d'avancement de la livraison en temps réel pour réduire le nombre d'appels à ce sujet-là. Et enfin, une demande accrue pour la ponctualité. En résumé, on doit aligner l'expérience avec les attentes et tenir nos promesses collectives. Servir le destinataire, ce n'est pas seulement le placer aux commandes, c'est lui ouvrir la voie, rendre son expérience la plus agréable possible et lui éviter les différents obstacles, détours et problèmes qu'il pourrait rencontrer. Les consommateurs ne veulent pas avoir à se casser la tête pour commander un article en ligne et recevoir leur commande. Ils achètent en ligne parce que c'est pratique et ils veulent que l'ensemble de leur expérience, y compris l'exécution et la livraison, le soit aussi. Ils veulent une expérience uniforme. Ça nous amène à l'un des aspects importants de l'expérience globale, c'est-à-dire la ponctualité. En tant qu'organisation, c'est notre désir de servir le destinataire qui a été le catalyseur de nos décisions durant la période de pointe. Et on a dû en prendre une importante par rapport à nos garanties de service. On a déterminé que le plus important était de les maintenir même durant notre période la plus occupée en raison de l'attente envers la ponctualité. À ce moment-là, on a compris que la ponctualité était au cœur de l'expérience de livraison et qu'on était une extension de tous les détaillants qui se fient à nos garanties. Il faut donc bien établir les attentes quant au délai de livraison, fournir des mises à jour, comme je l'ai dit plus tôt, et tenir le destinataire au courant de l'état d'avancement de la livraison. Toutes ces mesures sont devenues les exigences minimales d'une expérience client et de livraison satisfaisante. Et si elles sont bien appliquées, on peut certainement s'attendre à une plus grande confiance du client, une fidélisation accrue,
une réduction du nombre d'appels et de plaintes, et ainsi de suite. Voilà une bonne entrée en matière pour notre prochain sujet. Au fil des ans, on a beaucoup entendu parler de livraison gratuite, et les promotions de livraison gratuite ont certainement stimulé la croissance de ce que j'appellerais l'option de livraison économique lente et sensée, vu que l'aspect économique pousse les clients à utiliser ce type de service. À l'époque, on avait l'impression que les consommateurs étaient prêts à troquer la vitesse contre le prix, et on n'avait pas tort. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Les attentes des clients commencent à changer. Ils rehaussent rapidement et peut-être même discrètement leurs critères. Et selon une étude de Deloitte sur les tendances des consommateurs, seulement 35% des répondants considèrent qu'un délai de livraison de 3 à 4 jours est rapide, alors que plus de la moitié, soit environ 54%, considèrent qu'un délai de livraison est rapide s'il est de 2 jours ou moins. On voit donc que les attentes changent et que les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Mais le délai de livraison qui ressort de ce genre d'études n'est qu'un point de départ. On observe aussi une demande accrue pour des options de livraison flexibles, surtout les soirs, la fin de semaine et le jour même, et pour un plus grand éventail de services de livraison outre ceux à heure et à délai fixe. Les consommateurs ont donc des attentes de plus en plus élevées en matière de rapidité pour leur achat en ligne. En fait, ils veulent plus que de la rapidité, ils veulent une plus grande flexibilité dans l'ensemble. Je laisse la parole à Stacy, qui va vous poser notre prochaine question. En effet, c'est le moment idéal pour notre deuxième question. D'après vous, quelle est l'option de livraison la plus importante pour vos clients quand ils achètent en ligne? Est-ce que c'est la commande en ligne, le ramassage en magasin, la livraison le jour même, la livraison le lendemain, la livraison en 2 ou 3 jours, ou la livraison en soirée ou la fin de semaine? Quels commentaires recevez-vous de vos clients? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Les résultats sont serrés. Très serrés. 3 réponses disputent la première place. Je vais maintenant fermer le sondage. Les résultats sont très serrés pour la livraison le lendemain et la livraison en 2 ou 3 jours, avec la livraison en soirée ou la fin de semaine tout près derrière. Oui, c'est très intéressant. Ce sont des renseignements précieux pour nous, surtout dans une optique de développement de produits. Merci. Je crois que les détaillants essaient de plaire à tout le monde en offrant toutes sortes d'options flexibles comme le ramassage en magasin, la planification du ramassage à une date ultérieure, la mise de côté en magasin, la livraison par une tierce partie et le ramassage dans une case postale, pour n'en nommer que quelques-unes. Quand je regarde le tableau et les statistiques à l'écran, il y a une chose qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour trouver la solution idéale qui va plaire à tous. Il ne semble pas y avoir de solution qui se démarque réellement. Même si le ramassage en magasin semble très avantageux, quand on analyse les options mises en œuvre et éprouvées, les chiffres ne sont pas très élevés. Si on fait le lien avec l'expérience omnicanal, je crois qu'on peut conclure que le client est toujours en mouvement et qu'on ne pourra donc pas vraiment trouver de solution passe-partout qui va répondre à toutes les attentes. En fin de compte, l'étape finale de livraison pourrait être moins fixe et peut-être même encore plus mobile. Cela nous amène à notre solution RF rapide mobile, un projet pilote de Purolator qui a eu lieu pendant les fêtes et pour lequel on a reçu des commentaires très positifs des clients et des consommateurs. C'était flexible, c'était mobile. Cette solution était pratique pour les consommateurs qui voulaient récupérer leurs achats en ligne à un endroit qui leur convenait plutôt que l'inverse. En gros, l'arrêt rapide a offert commodité et flexibilité au consommateur qui est toujours en mouvement et à la recherche d'une expérience omnicanale. On a reçu d'assez bons commentaires sur le camion, principalement sur sa commodité et le fait qu'il est ouvert les samedis. Les gens ont aussi aimé qu'on communique avec eux pour leur parler du camion et leur dire que leur colis était prêt à être ramassé. On a installé des éléments d'affichage additionnels pour être certain que les clients sachent où se trouvait le camion. Et on a même ajouté une boîte de dons pour appuyer notre initiative Blitz contre la faim, ce qui cadrait vraiment avec la thématique des fêtes. On a donc pu offrir une solution qui répondait aux besoins des consommateurs à leurs conditions. Comme les consommateurs font de plus en plus leurs achats en ligne et que beaucoup d'entre eux délaissent les centres commerciaux, on peut s'attendre à avoir davantage de retours après la période de pointe. Le processus de planification de ces 2 périodes est lié parce qu'une mène à l'autre. On a constaté que la forte hausse des activités de commerce en ligne durant les derniers mois de 2017 a eu pour effet de stimuler la vente en ligne au début de 2018. On voit ici des résultats d'une étude sur les attentes des clients à l'égard des retours. Ils sont assez logiques
et sont pertinents pour la planification de la période de pointe et la prévision de la demande. En gros, l'étude a révélé que 42 % des consommateurs consultent la politique de retour aux détaillants avant d'acheter sur son site et que 40 % d'entre eux n'achèteraient pas sur le site d'un détaillant si ce dernier prenait trop de temps avant de les rembourser à la suite d'un retour. Et environ 46 % ont déjà abandonné un panier d'achat en ligne parce que le détaillant n'offrait pas de retour gratuit. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit tenir compte des retours dans la planification de la période de pointe parce qu'ils suivent peu de temps après. Assurons-nous de faire d'une pierre deux coups. Jusqu'à présent, on a parlé de la période de pointe en des termes assez imagés. Voyons maintenant comment elle se traduit sur des graphiques. Voici la partie intéressante, surtout si vous aimez les chiffres. Je crois que ces graphiques donnent un bon aperçu des volumes de la période de pointe et de sa durée. Dans le graphique de gauche, vous pouvez voir qu'il y a certains pics saisonniers à différents moments et intervalles durant l'année, puis une nette augmentation durant la dernière partie de l'année. Bien entendu, pour nous, il y a encore un grand volume du segment interentreprise dans ces données. C'est pourquoi on observe différents pics durant l'année selon les commandes saisonnières et les réapprovisionnements qui ont lieu au cours de ces périodes. Mais si vous regardez le graphique de droite, qui représente un aperçu quotidien, certaines choses sautent aux yeux. Tout d'abord, il y a beaucoup de fluctuations. Les pics sont assez prononcés, ils s'accumulent et continuent de monter tout au long des trimestres, surtout à l'approche de la fin de l'année. On voit aussi que les derniers pics s'élargissent. Pour ceux que ça intéresse, c'est le lundi qu'on observe la plus grande augmentation de volume, car beaucoup de clients magasinent la fin de semaine. Ça reflète bien notre réalité de 2017 parce que notre période de pointe a commencé à la mi-septembre, un peu plus tôt que les années précédentes. Et par la suite, il y a eu une longue période d'augmentation importante des ventes au détail. Évidemment, plus on approche de la mi-septembre, plus il y a de volume et d'activités interentreprises, alors qu'on observe le début du processus de stockage et de réapprovisionnement. Observons la période des fêtes un peu plus en détail. Voici les activités de novembre et de décembre. Encore une fois, si vous comparez ces données avec celles des années précédentes, vous allez constater que la période de pointe a commencé plus tôt et qu'elle a été plus longue et plus étendue. Si vous regardez à gauche, vous allez remarquer une augmentation constante de la demande jusqu'à une semaine et demie avant le vendredi fou. C'est là que les consommateurs commencent à attendre le début des soldes et des promotions. Ensuite, les activités du segment interentreprise commencent à grimper le mercredi avant le vendredi fou, ce qui est dû au traitement des commandes et au réapprovisionnement des stocks. Et boum, tout monte en flèche le cyberlundi quand les achats faits en ligne doivent être livrés. Cette tendance s'affaiblit seulement le mardi suivant. On peut donc dire que le cyberlundi est devenu une cybersemaine parce qu'on ne parle plus d'une seule journée. Les consommateurs et les détaillants déplacent la demande qui auparavant venait avec le lendemain de Noël et bien avant le 25 décembre. La demande se fait sentir plus tôt, puis on voit une diminution graduelle après le 25, puis plus marquée à l'exception de quelques fluctuations. Et à l'approche du 25, on commence à voir quelques aubaines et clients de dernière minute. Côté produit, c'est aussi à ce moment-là qu'on commence à observer une augmentation de la demande pour nos services à heure et à délai fixe, car les consommateurs veulent être certains de recevoir leurs cadeaux à temps. Cela nous amène à notre prochaine question. À toi, Stacy. Oui, voici notre prochaine question. Quel jour traitez-vous la majorité de vos commandes en ligne? Est-ce que c'est le lundi, la fin de semaine, le vendredi, du mardi au jeudi ou vous ne le savez pas vraiment? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Je vois des résultats intéressants. 3 réponses ressortent du lot. Je vais fermer le sondage. Ces résultats sont représentatifs de notre graphique, car on a observé des pics les lundis et certains mardis, alors ça concorde. Les commandes sont traitées tout au long de la semaine. Je trouvais que ce graphique était intéressant. On voit ici une carte qui montre la distribution des volumes et les augmentations de volume qu'on a observées au Canada d'une année à l'autre. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que la croissance du commerce électronique au Canada n'est pas aussi concentrée dans certaines régions que les gens pourraient le penser, y compris moi. Elle est repartie assez équitablement dans plusieurs marchés. C'est pourquoi la couverture et la portée des services sont très importants. Encore une fois, ce sont des faits bien intéressants par rapport à la distribution, alors j'ai cru que ce serait bien de vous en parler. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur quelques points importants à retenir. Tout d'abord, on a parlé de l'importance de l'expérience omnicanale.
Elle est constamment redéfinie et il y a une demande accrue pour la commodité, la rapidité, la fiabilité et la mobilité, alors que les habitudes d'achat du consommateur évoluent. L'approche relative au dernier kilomètre continue elle aussi d'évoluer et elle refaçonne le commerce électronique au Canada de bien des façons intéressantes. Et comme je vous l'ai expliqué plus tôt, il n'existe pas vraiment de solution passe-partout. Je crois que pour répondre aux besoins changeants des consommateurs, il va falloir un éventail de solutions. Troisièmement, pour avoir une période des fêtes ou de pointe fructueuse, il ne faut pas juste prévoir les volumes qui vont être expédiés des centres de distribution et des magasins. Il faut aussi se préparer pour les retours qui vont suivre cette période. Et finalement, la période de pointe s'allonge. Elle commence plus tôt et devient de plus en plus complexe. C'est principalement ce qu'il faut retenir du webinaire. Pour conclure, je vais vous montrer une statistique, mais avant, Stacy a une autre question pour vous. Eh oui, une autre question. Stacy a beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions aujourd'hui. Quand allez-vous commencer à vous préparer pour la période des fêtes de 2018? Avez-vous déjà commencé? Vous préparez-vous durant le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre ou à la dernière minute durant le quatrième trimestre? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Les réponses sont assez variées. Je vais fermer le sondage et vous présenter les résultats. Si j'arrive à fermer le sondage. Alors, il y a 12% des participants qui commencent à se préparer dès maintenant. Très bonne approche. Comme Ramsey l'a expliqué, avec la période de pointe qui commence en septembre, ce serait une bonne idée de commencer maintenant. 16% en avril, mai ou juin, 35% au troisième trimestre et 29% durant le quatrième trimestre. Encore une fois, je pense que ces résultats sont assez représentatifs de nos propres sondages. La majorité des détaillants commencent à se préparer en juillet, août et septembre d'après nos recherches. Comme l'a dit Stacy, il n'est jamais trop tôt pour commencer à se préparer pour la période de pointe. Je crois que c'est principalement ce qu'il faut retenir du webinaire. On a sondé plusieurs de nos détaillants et on a remarqué qu'ils sont de plus en plus nombreux à commencer leur planification bien avant le début des fêtes. Et comme vous pouvez le voir, 43% des répondants ont commencé à se préparer durant les mois d'été. D'après ce qu'on a vu, 3 facteurs poussent les détaillants à se préparer plus en avance. Tout d'abord, ils veulent être capables de répondre à la demande accrue des consommateurs. Donc, une économie en santé, une demande accrue et le désir de répondre aux attentes de plus en plus élevées des consommateurs. Ils veulent aussi s'assurer que leurs produits se retrouvent sur les étagères et entre les mains de leurs clients à temps, alors ils doivent éviter les ruptures de stock et les problèmes de ce genre. Enfin, d'autres ont répondu qu'ils ont adapté leur planification car le magasinage en ligne a créé tellement de nouvelles tendances d'achat dynamiques et complexes chez les consommateurs qu'ils ont cru qu'il était nécessaire de prendre une longueur d'avance. Cette année, on va probablement mener le même sondage et on s'attend à ce que le nombre de détaillants qui commencent à planifier durant les premiers mois de l'année augmente. Et si on se fie au taux de participation à ce webinaire et à l'intérêt pour celui-ci, c'est probablement ce qui va arriver. Je termine avec quelques points importants à retenir avant de passer la parole à Chris. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, mais bien se préparer pour la période de pointe, ce n'est pas que prévoir les volumes et essayer de comprendre les attentes des clients et le concept d'expérience omnicanale. D'abord, vous devez comprendre les différentes capacités qui s'offrent à vous et la façon dont vous pouvez en tirer le maximum. Je pense ici aux nombreuses options de livraison, aux services en fin de parcours et aux solutions de retour. Vous devez aussi saisir toutes les occasions d'intégrer la technologie le plus rapidement possible. Ça vous permettra d'offrir une expérience fluide et sans irritant aux consommateurs qui magasinent en ligne. Le traitement des commandes, la distribution, le transport et le dernier kilomètre doivent être uniformes. Pour ça, assurez-vous de collaborer avec les équipes des ventes et de l'exploitation de votre transporteur afin d'optimiser les activités comme les processus de ramassage de livraison. Ça vous permettra d'éviter les contretemps et les surprises durant la période la plus occupée de l'année. Personne n'aime ce genre de surprise. Et finalement, servez-vous des retours pour bonifier l'expérience globale du client, et non pas à la rendre moins agréable. Ce sont les 4 choses que j'aimerais que vous reteniez de ma présentation. Ceci dit, je vais laisser la parole à Chris qui va enchaîner avec le prochain sujet. Merci. Avant d'aller à Chris, j'aimerais vous rappeler d'inscrire vos questions dans la section des questions ou de clavardage à l'attention de l'équipe de Purolator. Bonjour tout le monde. Merci Stacy et Ramsey de m'avoir invité à cet appel. Alors, comme Ramsey l'a dit, je vais vous expliquer comment la technologie peut aider le détaillant à gérer sa politique de retour
et comment la flexibilité de la politique de retour d'un détaillant peut avoir une incidence sur le taux de conversion. Mais d'abord, je veux vous expliquer pourquoi c'est si important. Le nombre de personnes qui magasinent en janvier après la période des fêtes continue d'augmenter, comme Ramsey l'a dit tout à l'heure. Les détaillants en ligne et hors ligne profitent de cette tendance en faisant des ventes même si la période des fêtes est terminée. Cela nous amène à notre deuxième point. Quand les gens doivent acheter un cadeau à un proche, beaucoup d'entre eux choisissent d'offrir une carte cadeau pour que le destinataire puisse acheter exactement ce qu'il désire au lieu de se retrouver avec quelque chose qui ne lui plaît pas vraiment. Les cartes cadeaux sont donc de plus en plus importantes. Beaucoup de gens magasinent en ligne. Si je me souviens bien, Ramsey a dit qu'environ 40 milliards de dollars étaient dépensés chaque année et ce chiffre continue d'augmenter, vu l'accent mis sur certaines journées comme le cyber-lundi et le vendredi fou. Les détaillants ne vont donc pas vraiment avoir le choix d'améliorer leur politique de retour. Cette pression varie aussi en fonction du type de produit. Pour certaines catégories, comme les vêtements, jusqu'à 30% des produits achetés en ligne aux États-Unis sont retournés. La situation au Canada est très similaire. Ces retours sont évidemment dus au fait que les consommateurs ne peuvent pas voir le produit ou le toucher avant de l'acheter. Ils ne savent donc pas s'il va leur aller ou si la couleur va être la même qu'en ligne. Ce n'est pas tout. Les détaillants doivent aussi s'assurer que leur politique de retour est claire. Et comme l'a mentionné Ramsey il y a quelques minutes, tout revient à l'expérience de magasinage globale du client. Beaucoup de détaillants en ligne qui cachent leur politique de retour dans les modalités d'achat semblent perdre des clients au profit des sites qui la mettent bien en évidence. En fait, j'ai vécu une situation du genre récemment quand j'ai acheté des cartes professionnelles pour Zencraft en vue d'une conférence. J'avais le choix entre deux sites. Sur le premier, il n'y avait pas de politique de retour. Sur l'autre, la politique s'est affichée lorsque j'allais payer les cartes et elle garantissait des retours sans tracas. Peu importe si les cartes étaient retournées parce qu'elles étaient mal imprimées ou qu'elles ne correspondaient pas à mes attentes, parce que le papier était trop mince par exemple, le détaillant allait les reprendre. Comme c'était beaucoup plus avantageux pour moi, bien j'ai acheté mes cartes sur ce site-là. Les prix sur le premier site étaient moins élevés, mais j'ai préféré l'autre simplement parce qu'en cas de problème, je pouvais retourner mes cartes. Et évidemment, je vais continuer de faire affaire avec ce détaillant-là. Comme beaucoup de détaillants offrent les achats en un clic et des retours rapides et simples, il est de plus en plus important que les entreprises proposent une politique de retour simple et rapide. C'est particulièrement important parce que, comme l'indiquent les statistiques, la facilité des retours peut faire la différence entre la rétention et la perte d'un client. On voit ici que 40% des clients vont décider d'aller ailleurs s'ils ont une expérience de retour négative. Et comme vous le savez, ça coûte entre 5 et 25 fois plus cher d'acquérir un nouveau client que de fidéliser un client actuel. Alors même si ça peut sembler illogique, plutôt que de décourager les retours par crainte de perdre de l'argent, un détaillant a beaucoup à gagner en mettant en place une politique de retour solide et simple pour inciter le client à revenir et à faire d'autres achats. Cela m'amène à la façon dont la technologie peut vous aider à accélérer votre processus de retour. Chez Zencraft, on a compris qu'il fallait conserver les données sur la livraison et le client dans notre système de gestion des relations avec la clientèle, Salesforce. En combinant ces données, on peut traiter les retours rapidement sans faire d'erreur et même offrir au client un retour libre-service. En gardant ces renseignements ensemble et en évitant de devoir faire du copier-coller, on peut éliminer les erreurs humaines, ce qui va évidemment vous permettre de satisfaire encore davantage vos clients. Bien entendu, le temps gagné et les économies réalisées grâce à la technologie permettent aux détaillants d'avoir une politique de retour beaucoup plus flexible. Et si vous utilisez la plateforme Salesforce, vous allez pouvoir utiliser Zencraft ou un produit similaire pour créer automatiquement des étiquettes d'expédition et de retour en quelques clics. Et de plus, grâce à notre intégration et notre partenariat avec Purolator, comme l'a expliqué Stacy un peu plus tôt, les détaillants peuvent créer un envoi et imprimer l'étiquette de Purolator à partir de la plateforme Salesforce, ce qui leur fait gagner énormément de temps comparativement à la méthode manuelle de copier-coller dans un site web. Merci Chris. Et merci à vous tous de votre participation aujourd'hui. On a reçu quelques questions, dont une sur la carte. Quelqu'un a demandé pourquoi il n'y avait pas de données pour Terre-Neuve.
On a seulement répertorié les régions où la croissance était la plus élevée et beaucoup d'entre elles étaient des régions rurales. Ce n'est qu'une image, on livre à Terre-Neuve et au Labrador. Je crois même que notre colis qui a parcouru la plus grande distance durant les fêtes venait de Terre-Neuve. Alors, on a une question pour Ramsey et une pour Chris. Ramsey, croyez-vous que la livraison la fin de semaine va devenir plus importante pour les clients dans l'avenir? Oui, je pense que oui. Comme je l'ai expliqué plus tôt, les consommateurs cherchent de plus en plus à obtenir une expérience fluide et sans irritant. La majorité d'entre eux préfèrent vraiment se faire livrer leurs colis et leurs commandes chez eux parce qu'ils trouvent ça plus pratique. Et quand ils ne sont pas là, les magasins, les dépôts et les cases postales sont de bonnes solutions de rechange, mais elles n'offrent pas la commodité et l'expérience que recherche le consommateur. Si celui-ci commence sa transaction en ligne plutôt qu'en magasin, c'est qu'il préfère éviter de la terminer dans un magasin. Autrement, il s'y serait rendu dès le départ. Alors, je crois qu'élargir la gamme de solutions en incluant la livraison les soirs et la fin de semaine va tout à fait permettre de saisir les occasions que révèlent les tendances. Je ne crois pas que ça va changer les choses dans les segments interentreprises, mais je vois ça un peu comme une spécificité du commerce électronique entreprise à consommateur. Ce qu'on veut, c'est répondre collectivement aux besoins du consommateur. Merci, Ramsey. Et pour Chris, d'après votre expérience, quel est le plus gros irritant pour les clients qui veulent retourner un article? Je pense à un irritant en particulier. C'est principalement la rapidité, la capacité de rembourser le client le plus rapidement possible. Beaucoup de clients n'aiment pas recevoir leur remboursement après, disons, 20 jours, et bon nombre d'entre eux veulent l'obtenir en 5 jours. Et comme je l'ai entendu quelquefois, ils préfèrent recevoir un remboursement en argent comptant. Avec l'aide de la technologie, de Salesforce combiné à Zencraft et bien entendu de Purolator, vous pouvez vous assurer d'envoyer le remboursement aussi rapidement que possible au client pour qu'il demeure satisfait. Et vous pouvez établir et atteindre cet objectif de remboursement en 5 jours. Excellent. Eh bien, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Si vous avez des questions sur le contenu de la séance, communiquez avec votre représentant de Purolator. Ça va nous faire plaisir de vous mettre en contact avec les personnes qui vont pouvoir répondre à vos questions et on va soumettre à Zencraft des questions qui lui sont destinées. Comme l'a expliqué Ramsey, c'est la toute première séance d'une série de webinaires qu'on va organiser cette année. Notre prochain webinaire va avoir lieu le 11 mai et il va porter sur la chaîne logistique et l'évolution de la sécurité et de la transparence. C'est un sujet d'actualité et je sais que beaucoup de personnes ont des questions là-dessus. Alors on espère pouvoir y répondre. Merci à vous tous de votre participation.